Alors, quel est le tout premier signe qui t'a montré que tu n'étais pas comme les autres? Que j'étais un peu bizarre. Ouais, Ouais. c'est ça. Franchement, comme ça, le tout premier signe, je ne saurais pas dire lequel. Ce que je sais, c'est que quand j'étais petite, et c'est l'image qui me vient, donc je vais la partager, je me vois assise sur la table de la salle à manger, les pieds sur la chaise, et regarder dehors, où il y avait un immense parc dans la résidence où j'habitais. Et en fait, j'avais peut-être, j'allais dire 8-10 ans. Et je chantais à ce moment-là en regardant vraiment dans le vague. Et j'entends siffler le train, tu vois. Et je chantais ça. Et je me dis, à 8 ans, mais d'où ça vient, cette chanson-là? Je ne savais pas du tout parce que ma mère l'écoutait pas du tout. À 8 ans, je venais de perdre mon père. Et j'étais vraiment dans un état comme ça, à la fois où j'étais une petite fille qui jouait, qui était avec mes copines, tout ça. J'avais des relations sociales très en lien avec l'âge que j'avais finalement, mais j'avais aussi un côté qui était très renfermé et qui était dans l'espace, dans la lune, dans les airs, je sais pas trop. Et je me souviens que je chantais cette chanson et que quand je chantais cette chanson, il y avait quelque chose qui se passait. C'était comme une espèce de connexion qui se faisait où je partais dans un imaginaire ou dans un autre espace. Mais je me disais pas du tout à ce moment-là, et quand je faisais ça, je me disais pas du tout, mais je suis bizarre ou je suis pas comme les autres, ou voilà. Et ce que je sais, c'est que pendant ce temps-là, je me sens être vraiment en reliance et en contact avec d'autres dimensions, avec d'autres plans. Je ne mettais absolument pas de nom dessus, ni de mots dessus. Le mot ange, je crois que je l'ai entendu pour la première fois quand ma mère m'a annoncé le décès de mon père. Je lui ai demandé, on était dans la salle de bain, et je lui ai demandé « Et comment il va, papa ?» Et là, elle m'a répondu « Bah tu sais, il y a 2 petits anges qui sont venus le chercher et qui l'ont emmené dans le ciel. Et là, maintenant, de là où il va bien. » Et je crois que c'est finalement la première fois que j'entends le mot ange. Je l'avais jamais vraiment entendu avant, comme ça en tout cas, dans cette dimension-là. Et je crois qu'à partir de là, ça m'a connectée à beaucoup de choses, mais jamais je me suis sentie pas comme les autres. J'étais vraiment comme tout le monde, je me posais pas la question, si ce n'est que on pointait souvent du doigt quand même ma grande sensibilité, de dire voilà, tu es trop ceci, tu es trop sensible, il va falloir t'endurcir parce que sinon comment tu vas faire pour mener cette vie? Tu vas te prendre des claques si tu ne deviens pas un peu plus rigide sur certaines choses. Bref, tout ça, je l'ai entendu beaucoup. Et ça a été à la fois une force incroyable, parce que ça m'a connectée à plein de choses, mais en même temps, ça a été aussi un grand carnage intérieur, parce que je me disais, bah, finalement, je suis toujours trop, je suis pas assez, et en ce sens, je suis pas comme tout le monde. Voilà, il y a quelque chose qui est bizarre chez moi, il y a quelque chose qui cloche, c'est pas possible. Donc finalement, c'est toujours le regard de l'autre qui te fait te dire que tu es différente. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce que tu partages, c'est qu'on perçoit bien que pour toi, tu es juste toi, tout simplement, sans te poser de questions, jusqu'au moment où il y a trop ce regard extérieur qui juge, qui pose un jugement, qui te met dans des cases. Et de là, en fait, tu commences à te dire que t'es pas adapté, t'es pas comme il faut, t'es pas dans la normalité, dans la jolie case écrit normal dessus. Et du coup, ben, t'es différente. C'est vrai, mais le regard de l'autre a beaucoup impacté toute mon enfance, toute mon adolescence et même ma vie d'adulte. Là, ça fait quelques années, depuis qu'on s'est rencontrés aussi, que j'apprends à me défaire de ça, ou en tout cas à poser une conscience sur ça et à me dire, ok, ça vient vraiment impacter et beaucoup de choses, et ça vient vraiment colorer beaucoup de choses avec des couleurs que j'ai pas forcément envie de voir. Ça veut pas dire que c'est des jolies ou des moches couleurs, c'est pas le problème, mais en tout cas c'est pas les couleurs que moi j'ai envie de faire grandir, et c'est hyper impactant le regard des autres en fait, parce qu'en effet on veut nous faire rentrer dans une case, et puis nous en plus dans notre éducation il y a de ça quelques années, on rentrait directement dans des cases. Et puis moi, j'étais la petite fille qui... j'ai perdu mon père, comme je le dis, donc j'avais 8 ans. Enfin, c'était l'avant-veille de mes 8 ans, c'était 2 jours avant mon anniversaire. Mais paraît-il qu'au moment de l'annonce, j'ai énormément pleuré, mais qu'après, je n'ai plus pleuré.
Et donc, l'extérieur, ce regard-là, rentrait dans cette case de dire « Ah ben si elle ne pleure pas, c'est que tout va bien, c'est qu'elle n'a pas besoin, elle n'en parle jamais, elle ne pleure pas, donc c'est qu'il n'y a aucun problème. » Aujourd'hui, on a un regard un peu différent sur ça. Possiblement, c'est que si justement il n'y a pas d'expression sur quelque chose qui est de l'ordre quand même d'un traumatisme important, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à aller regarder et à aller soutenir. Mais ce regard de l'autre, là, en effet, c'est ce qui façonne, c'est ce qui nous fait rentrer dans les cases. Et c'est aussi pour ça que depuis qu'on s'est rencontrés, nous, on se bat un peu, enfin, on s'est beaucoup battu pour ne pas rentrer dans des cases et pour gratter un petit peu les étiquettes qu'on nous mettait. L'étiquette flamme jumelle, l'étiquette chaman. Enfin, il y a eu plein d'étiquettes. Et en fait, on se bat beaucoup contre ces étiquettes. On essaye de les gratter. Et en fait, je crois que c'est quand même ce qui façonne aussi une identité. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de plonger dans la case et de répondre à l'étiquette, mais c'est important qu'il y ait une étiquette posée pour pouvoir s'en extraire. Et finalement, si on refuse toutes les étiquettes, à la fois, on ne peut pas s'extraire de ça et en même temps, on ne sait pas trop dans quelle case on se trouve. Donc, on est dans une espèce d'errance aussi, de se dire finalement qui je suis dans tout ça. Cette errance, en plus, elle se fait dans une case qui s'appelle le non-choix ou la non-case ou la non-étiquette. Donc finalement, on se retrouve quand même dans une sorte de boîte. Est-ce que finalement, c'est aussi toute cette vivance-là, quand tu avais 8 ans, où on n'est pas venu regarder cette petite fille qui était sincèrement impactée par le décès de son papa. Et est-ce que c'est aussi aujourd'hui ce qui guide tes pas à être si présente dans l'accueil des personnes qui viennent nous voir, que ce soit en individuel, dans les accompagnements individuels ou que ce soit en stage? Tu as vraiment une sensibilité toute particulière pour accompagner et pour recevoir, accueillir pleinement l'émotion qui est là, sans jamais la juger, sans jamais la dénigrer, sans jamais la remettre en question, avec vraiment cette conscience que c'est purement personnel, que ça ne peut pas se comparer. Et je sais que tu as vraiment cette capacité-là, et j'ai toujours trouvé ça juste exceptionnel, parce que pour moi, de mon regard à moi, c'était toujours, bah voilà, oui, il y a cette émotion-là, ok, bon bah je la regarde passer, je vois ce que ça me fait, ah, ça me fait un point là, très bien, ok, bah elle part. J'ai toujours eu un peu ce mécanisme-là qui est resté de manière intuitive depuis toujours. Et voilà, je trouve ça juste épatant, la façon de pouvoir accueillir toute personne qui est là et qui présente une souffrance, qui a un besoin en tout cas de pouvoir exprimer ça. Et voilà, je voulais juste voir si ça se raccordait aussi à cette période-là de ta vie. Alors peut-être il y a eu plein d'autres choses qui se sont ajoutées par la suite, hein, j'en doute pas. Mais voilà, peut-être ce moment-là, il a été vraiment important, parce que c'est un vrai trauma de perdre sa figure paternelle comme ça, et que ce soit juste, bah elle pleure pas, tout va bien. En fait, je crois que je sais que c'est pas parce qu'on pleure pas ou c'est pas parce qu'on n'exprime pas que tout va bien. Certainement, la petite fille à ce moment-là, elle aurait eu besoin, non pas juste d'avoir cette question « et comment ça va, et comment tu vas ?» et puis voilà, mais plus d'être soutenue, d'être entourée, d'être encadrée, parce que ma maman, elle a fait ce qu'elle pouvait, comme elle a pu avec là où elle en était, puis j'imagine que c'est vraiment pas évident d'être veuve avec une enfant en bas âge, veuve jeune et tout ça, mais c'est vrai que j'ai eu un entourage qui n'était pas extrêmement bienveillant. J'ai notamment ma grand-mère qui est quand même dans un non-accueil, qui est déjà dans une non-tolérance de l'enfant, parce que un enfant c'est de l'émotion et que elle ne supportait pas ça. Je passais mes vacances là-bas. Et donc c'était encore une non-possibilité de pouvoir exprimer quoi que ce soit, et même au-delà d'une émotion qui pouvait être liée à la perte de mon père, qui était quand même, comme tu dis, un trauma quand même puissant. C'était même une toute autre émotion de si je tombe, je me fais mal, je pleure. Ça, c'était pas accueilli. Il y avait vraiment quelque chose qui a fait que dans mon chemin, j'ai dû prendre sur moi. J'ai dû renfermer tout ça. Et ça a été une bénédiction parce que, pas sur le coup évidemment, hein, sur le coup c'est pas facile et puis on met du temps un peu à se défaire de ça. Mais finalement ça a été un cadeau dans le sens où ça m'a permis d'amplifier mon monde intérieur. Ça m'a permis de me replonger en moi et de me dire dans cet espace-là il y a des émotions, qu'est-ce que cet espace-là a à me dire? Et j'écrivais beaucoup et je me faisais toute une vie aussi un peu rêver à l'intérieur de moi.
j'ai compris une chose, vraiment. Alors, on me l'a répété quand j'étais en formation de sophro, mais je l'ai vraiment compris au-delà du mental, mais dans le corps physique. Vraiment, c'est qu'un ressenti déjà ne se discute pas. Un ressenti n'est jamais discutable. Donc une personne qui va venir et qui va peut-être nous dire j'ai très très mal au doigt parce que je me suis coupée avec une enveloppe, finalement, je ne vais pas dire ah ben ça c'est rien. Alors évidemment, les gens ne viennent pas nous voir parce qu'ils se sont coupés avec une enveloppe, hein, c'est pas ça que je Pas dis. encore. Mais voilà, je veux dire, il n'y a pas finalement un trauma qui va être plus gros qu'un autre dès lors qu'on se positionne dans un espace intérieur, dans un émotionnel intérieur. Et je trouve que toute émotion a la place d'être accueillie en fait sans jugement justement. Et que c'est important de pouvoir trouver des espaces pour les exprimer. Et qu'on ait 8 ans, qu'on ait 15 ans, qu'on en ait 35 ou 80. C'est pareil parce que finalement, si aujourd'hui je dois parler de ce traumatisme, eh bien, clairement, j'en parlerai peut-être avec le regard de la femme que je suis aujourd'hui, mais certainement avec l'écho de la petite fille qui n'a pas été regardée non plus, qui n'a pas été pris en considération, ou en tout cas qui a été pris en considération, mais sans aller regarder l'émotion. Ouais, et puis vraiment un moment de vie qui est aussi crucial, même si toute l'enfance est vraiment importante à accueillir, à suivre, parce qu'on sait qu'un enfant, c'est tellement fragile dans le sens où vraiment il peut tout prendre de manière un peu frontale. Et on a souvent cette tendance à minimiser d'ailleurs le ressenti des enfants, parce qu'on a un peu ce regard en tant qu'adulte, comme nous, on a été façonnés, conditionnés, de se dire oh, ils vont tellement dans les excès. Alors qu'en fait, ils permettent à une émotion de circuler. Et concrètement, dans les mécanismes, c'est eux qui ont raison. Parce qu'ils laissent passer l'émotion. C'est-à-dire, comme là tu le dis, ton papa, voilà, t'as appris qu'il était parti, t'as eu tellement mal, t'as pleuré, puis après, hop, quoi. Sauf que, voilà, on a tendance à tellement minimiser les enfants très facilement, on va leur dire ils tombent un peu, et on croit aussi pouvoir les rassurer en disant ça. Ils tombent, ils s'égratignent le genou, et on va dire c'est rien, t'inquiète pas, c'est rien, mais non, ça fait pas mal. Et comme ça, on conditionne en fait l'enfant qui se dit ah ok, donc ce que je ressens là à l'intérieur de moi, en fait, c'est faux. Là, je sens que ça brûle, ça pique, mais on me dit qu'en fait, non, c'est pas ça. Donc voilà comment on commence à repousser tous les messages qu'on a à l'intérieur. Donc ça peut être vraiment de la douleur, mais ça peut être aussi en effet de l'émotionnel, quand on va dire à un enfant « Non, mais c'est bon, t'as cassé ton jouet, c'est pas grave, quoi. Mais en fait, tu vois, moi, ça a activé un truc, pas de l'ordre de, du coup, j'écoute pas mon émotionnel et je le laisse de côté, mais plutôt, ça a activé une incompréhension et une espèce de colère, en fait, de ne pas être entendue. Et c'est ce qui fait que je n'ai jamais minimisé mes émotions, en fait. Et qu'au contraire, ça les a possiblement maintenues dans cette hypersensibilité qui était là, et que finalement, l'image que j'ai en même temps que je te parle, c'est un bouquet. Tu vois, je vois un bouquet de fleurs, en fait, comme un bouquet d'émotions qui étaient là, et que c'est joli parce que quand on veut offrir des émotions, c'est qu'on offre de l'énergie en mouvement. Et ce qui est gênant pour la personne qui reçoit, c'est si elle pense recevoir les énergies de l'autre à proprement parler. Mais ça peut être, c'est pas je te refile le bébé et toi fais-en quelque chose de ces émotions. Moi, je suis en train de te montrer une partie vulnérable de moi, et de cette partie vulnérable de moi, j'ai juste besoin que tu m'ouvres les bras et que tu me fasses un câlin. Ni d'être jugée, ni rien du tout. Et moi, je me souviens, notamment avec ma grand-mère, que ma mère m'a dit « tu n'as jamais pleuré, après tu as pleuré une fois, puis après plus vraiment ». En fait, moi, j'ai plein de souvenirs où j'ai pleuré. Plein de souvenirs où j'étais dans ma chambre, où j'écrivais, où j'ai pleuré, etc. Et même avec une copine d'enfance, avec qui à un moment donné j'ai pleuré vraiment, et je lui ai pas dit à elle que c'était ça, que c'était le manque de mon père ou quoi que ce soit, mais j'étais juste pas bien. Et ma grand-mère m'a répondu ah mais c'est bon, de toute façon tu pleures, voilà, ça va jamais. Et en fait c'est pas que ça va jamais, c'est que là, à cet instant précis, moi j'avais juste besoin que tu regardes mon bouquet d'émotions et que tu le prennes et que peut-être tu le mettes dans de l'eau pour le faire vivre encore un petit peu, pour me montrer que c'était important. Et ça veut pas dire qu'on va en parler toute la soirée, et quand bien même il faudrait en parler toute la soirée, ce serait pas gênant en soi. Je me suis rendu compte que moi, c'était pas de les refouler, mais plutôt de les mettre vraiment encore plus grandes en fait, comme de les faire grandir, ces émotions. Elles n'ont pas été regardées. Oui, c'est intéressant ce que tu partages, parce que ça peut donner aussi une vision de
comment se forgent différents caractères et de manière assez, on va dire, grossière. Il va y avoir ceux qui se mettent une grande carapace dessus parce qu'ils se disent bon bah ce que je ressens c'est pas juste et voilà. Et puis il y a de ceux et après il y a souvent un mélange des deux aussi, mais il y a de ceux qui plutôt vont partir dans une espèce d'hypersensibilité ou de supersensibilité comme je dis, mais c'est à dompter en fait. Hein. C'est quand on dompte ce super pouvoir et comment aussi finalement on réagit pas tous de la même manière. Et ça c'est aussi vraiment important à garder en tête et en cœur. Il n'y a pas une recette magique parce qu'en fait on est tous différents. C'est pour ça aussi que dans une fratrie, même si on a les mêmes parents et même si c'est vraiment à très peu d'intervalle qu'on est très proches, de l'ordre de à peine un an, on va pas vivre les choses de la même manière parce qu'il y aura une autre vivance, parce qu'il y a quelque chose aussi qui se porte depuis l'intérieur. Mais voilà, c'est toujours intéressant d'avoir les différentes histoires de vie. Ça permet aussi de comprendre que, quels que soient les vécus, on peut toujours arriver à transcender et en faire une force, un super pouvoir ou voilà, quelque chose qui vient vraiment nourrir l'être. L'idée, c'est d'apprendre à se connaître, en fait. Bah ouais. Pouvoir jouer justement avec les différentes cordes qui composent son arc intérieur. Mais c'est ça, mais tu vois, d'apprendre à se connaître en se détachant du regard de l'autre. On en revient. Mais l'autre nous met dans une case, on est dans cette case finalement depuis qu'on arrive sur Terre. On nous met dans ces petites cases et en fait tout le processus c'est de pouvoir en sortir finalement. Ou alors de rester dans des cases si elles nous conviennent, ça peu importe. Mais de pouvoir s'extraire de la pensée de l'autre et de pouvoir redevenir souverain justement avec ça. La clé selon moi c'est vraiment d'apprendre à se connaître. C'est vraiment d'apprendre à s'observer, d'apprendre à dompter ces différentes couleurs qu'on peut avoir, d'apprendre à les marier ensemble, d'apprendre à jouer avec et de savoir que finalement tout ça, ça fait une jolie symphonie. Et plus on se connaît, et plus on est relié aussi au cœur, à ce qui nous fait vibrer, et plus finalement ces couleurs ou ces notes peuvent être harmonieuses ensemble. Et je crois que c'est toute cette harmonie qui fait que on peut ne pas se sentir forcément différent, mais en tout cas se sentir unique. Et je crois que c'est cette unicité-là aussi qu'on a envie de transmettre. Non pas notre unicité à nous et de raconter ça, mais à travers notre parcours, à travers notre chemin, à travers tout ce qu'on a peut-être en effet transcendé, et bien de montrer que si ça a été possible pour nous, c'est possible pour toutes les personnes qui écoutent, pour toutes les personnes qui sont là. Et que finalement, il y a des graines de tout ça, des pépites de tout ça en chacun de nous. Et je crois que c'est ça qui est important. Donc en fait, c'est toujours un changement de vision. Finalement, ça se joue à peu de choses quelque part. C'est est-ce qu'on regarde quelle face de la pièce on va regarder? Est-ce qu'on focalise sur on est différent, les différences, ou est-ce qu'on tourne la pièce et on voit juste son unicité? Ce qui donne pas le même regard finalement sur qui on est et comment sont aussi les autres. Ben en fait, j'ai l'impression que si on parle de différence, si on dit je suis différent de l'autre, alors ouais, exactement, on amène la notion de séparation. On va dire que si l'autre est différent de moi, eh bien, il y a une dualité qui se crée de toute façon. Et si on porte ce regard-là sur l'autre, on oublie que l'autre, c'est aussi une part de soi finalement, c'est aussi un reflet de ce qu'on porte. Pour moi, porter son regard sur l'unicité, sa propre unicité et l'unicité de chacun et de chacune, c'est ramener de l'unité aussi. Et c'est ramener cette non-dualité qui permet de progresser ensemble, de grandir ensemble, de réfléchir ensemble. Et non plus d'être dans un jugement de « Ah bah t'es pas comme moi j'aimerais que tu sois », mais dans quelque chose de « Comment tu es ?» Peut-être je ne comprends pas encore tout, mais en tout cas merci de me montrer comment tu es parce que c'est un vrai cadeau. Et ça c'est ce qu'on vit dans nos séances, c'est ce qu'on vit dans les stages et c'est ce qu'on partage toujours aux personnes qui viennent à nous, de vraiment les remercier toujours pour la beauté de qui elles sont. Et ça, c'est trop beau. Et dans ce que tu partages aussi, ça me fait vraiment penser à cette notion d'unicité, en effet, et d'apprendre à se connaître. Parce que c'est un peu comme si on était tous des prolongements sur un même arbre. Et je sais qu'il y a cette image que j'aime beaucoup, où on voit l'univers, en fait, qui est là, caché sous la terre, et qui tend son bras, et il y a juste des petits morceaux de doigts qui sortent. Et là, il y a écrit, bah, là c'est moi, là c'est toi, là c'est lui, là c'est... Voilà. Juste pour dire qu'en fait, on vient bien tous
de la même énergie. Et c'est un peu comme si on était en effet des prolongements. Alors il y a plein de prolongements différents sur un arbre, hein. Il y a des feuilles qui sont vraiment grandes, il y a des bourgeons, peut-être il peut y avoir des fruits, des fleurs. Et c'est comme si de là où on était, on regardait la branche d'à côté et on se disait ah, il est différent, celui-là, je l'aime pas, il n'est pas comme moi. Voilà. Et quand on apprend à se connaître, on se rend compte que, ah, mais on fait partie d'une branche. Ah, mais on fait partie d'un arbre. Ah, mais en fait, on fait partie du même arbre. Et on s'éloigne de cette séparation, en fait. Et ça passe par accueillir son unicité, justement. Non plus comme une différence, non plus comme quelque chose de plus fort, de mieux, de plus avancé, spirituellement, professionnellement, ou je ne sais quoi. Mais vraiment, juste de se dire, on fait bien partie du même organisme, du grand même organisme vivant. On œuvre donc tous ensemble. Et ça, on peut le voir, c'est fractal, hein, comme on dit toujours, c'est fractal, parce que nous-mêmes, on est un organisme, on a l'impression d'être un être vivant. Mais ça, c'est vraiment depuis notre regard à nous, parce qu'il y a 50 000 milliards de cellules qui forment l'être humain. Donc peut-être que du point de vue d'une cellule, les cellules, elles se disent « Ah, ben moi, je suis la cellule la plus importante parce que je suis la cellule machin. » Et que l'autre, elle se dit « Non, en fait, c'est moi. » Voilà, on ne sait pas. Non, j'espère pas. Mais en tout cas, voilà. Et puis même dans notre microbiote, là aussi, il y a une quantité d'êtres vivants qui sont là. Et voilà, et quand on prend en considération ce mécanisme-là, on ne souhaite plus la séparation, on ne souhaite plus l'entretenir, même au contraire, aller plutôt vers cette unicité, cette présence et cette unité. Parce que unicité, unité. Mais ça demande un vrai travail parce que ça demande quand même de se détacher du regard de l'autre, encore une fois. Je sais qu'on en parlait, mais pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui m'a entravée, qui m'a empêchée longtemps. Et pour aller accueillir cette unicité, cette unité aussi en soi, parfois c'est important peut-être d'aller détourner son regard aussi d'autres âmes qui ne sont pas encore prêtes à ça. Il y a d'un point de vue juste de l'humanité, si on se base sur les humains que nous sommes, et donc les humains, on est, voilà, tu parles de cette image finalement de l'univers et qu'on est des doigts de cet univers, mais si on ne regarde pas ce qu'il y a en dessous, mais qu'on regarde juste le sommet de ça, finalement, on est des êtres individués. Et on avance tous selon notre progression, selon notre rythme. Et ça, c'est aussi à respecter. Mais c'est juste que selon l'avancement où on est, selon le chemin où on est, là où on en est sur ce chemin, eh bien, il y a peut-être de ces êtres humains qui font partie de notre cercle aussi, qui n'en sont pas encore là. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins évolués, mais que dans leur avancement, ils sont encore peut-être dans le jugement. Ils sont encore peut-être à mettre des étiquettes sur des cases. Et ces personnes-là, et souvent c'est des êtres assez proches de nous, voudraient qu'on continue de rentrer dans la case qu'ils nous donnent en fait. Et c'est là où c'est compliqué, je trouve, d'être à la fois dans cette unicité, donc dans ce pas vers l'avant, dans ce cœur qui s'ouvre avec cette conscience-là, et de savoir que pour autant, il y a aussi des personnes qu'on aime, qui font partie de notre arbre, qui font partie de notre famille peut-être, et qui veulent nous maintenir dans ces cases parce que ça les rassure en fait. Tout simplement. Sauf que là, à ce moment-là, il y a aussi cette question du positionnement qui est important, de se dire qu'est-ce que je fais parce qu'on peut vite être tiraillé entre ces deux espaces-là et de se dire moi ça je ne veux plus, mais en même temps est-ce que véritablement j'ai envie de couper ce lien-là? Est-ce que véritablement j'ai envie de me détourner de cet axe-là qui est un être de ma famille possiblement pour qui j'ai de l'amour et de la reconnaissance et de la gratitude aussi peut-être. Et en même temps je sens que je dois aller vers cette unicité, vers cette non-dualité parce que je me sens appelée à cette conscience de me rendre compte que finalement on fait tous partie du même arbre, et donc de se défaire de ces cases que les autres continuent de nous imposer. L'image que j'ai, c'est comme si on avance sur notre chemin, et que en fait, derrière, il y en a qui continuent de nous envoyer des étiquettes, tu vois, comme ça, et que en fait, on essaye un peu de les éviter, et que parfois on s'en reprend dans le dos, et que finalement, on passe un peu de notre énergie encore à gratter l'étiquette. Alors que je trouve parce que qu'elle est collée et recollée et re-recollée encore. Ben ouais, parce qu'elle s'est à nouveau recollée. Et voilà, et je trouve que dans ce chemin d'éveil, dans ce chemin de conscience,
pour aussi aller vers cette unité, vers cette unicité et sortir de ce regard duel, eh bien c'est aussi tout un processus que de se rendre compte qu'il y a peut-être des personnes dans notre entourage qui, quand bien même sont des personnes qu'on aime de tout notre cœur, peuvent avoir des comportements dits toxiques pour le chemin qu'on veut mener. Et c'est un petit peu aussi être en lien avec comment on peut recevoir ça encore de l'extérieur. Je pense qu'il arrive un moment où, au fur et à mesure de ce travail sur soi, on est de plus en plus en mesure d'accueillir justement cet autre qui essaie encore de mettre des étiquettes, sauf que depuis, eh bien, on a mis peut-être un espèce de revêtement qui fait que l'étiquette ne colle plus et elle glisse automatiquement. Et on peut retrouver finalement une espèce de relation qui devient possible. Mais je pense que c'est vraiment important d'être à l'écoute de là où on en est et de ce qu'on peut ou pas ou plus accueillir. Et peut-être que dans un moment de son évolution, on va avoir besoin de s'éloigner un peu, si c'est possible, de s'éloigner de l'impact de certaines personnes. Ça peut arriver. Je prône pas le je coupe complètement parce que je pense que, on en parlait il y a pas longtemps avec une personne qu'on connaît bien et qui nous disait, et je suis d'accord avec ça, je pense que l'homme est bon. Je pense que l'humain, en réalité, après avoir tellement cherché qui était vraiment cet humain, cette humanité, où est-ce qu'on pouvait trouver quelque chose de beau dans tout ça. Aujourd'hui, je pense véritablement que l'humain, en fait, quand il est tiraillé dans ses torts, quand il devient toxique, cela dit, toxique, ça veut tout et rien dire. Ça veut dire que possiblement, pour certaines personnes, ce sera toxique et pour d'autres, non. C'est aussi ça qu'il faut mesurer. Je pense que toxique, c'est pas une étiquette qui est valable pour un être et pour tous les êtres que lui va côtoyer. Je pense qu'il y a aussi cette mesure-là à prendre, mais en tout cas pour soi, si ça l'est, et si ça devient trop impactant, et si on sent qu'il y a un moment où il y a besoin de prendre ce recul pour pouvoir continuer son avancement et pour pouvoir trouver aussi comment on accueille cet autre, voilà, c'est vraiment à doser de soi pour soi. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, toxique, là, quand on parle, j'entends que c'est agir à partir de nos blessures. C'est pour ça qu'en effet, le terme toxique n'est pas forcément juste. Et puis en plus, ça va dépendre de qui on a en face et justement des blessures qu'on a à transcender, etc. Mais c'est ça, c'est comment est-ce qu'un agissement à partir de la blessure, c'est de l'ego. En fait, comment est-ce qu'un agissement à partir de la blessure, c'est-à-dire comment est-ce que là, l'ego vient impacter, l'ego de l'autre vient aussi impacter son propre avancement. Mais si on se base sur cette notion de non-dualité, finalement, l'autre est une partie de soi, en tout cas c'est un espace qu'on est invité à aller regarder parce que ça vient nous donner des informations sur nous aussi. Donc c'est toujours très intéressant. C'est ça. Mais Oui. parfois, il faut doser un petit C'est peu ça. pour pouvoir prendre le temps d'accueillir et de faire cette lecture intérieure, en fait. C'est juste ça, parce que parfois, ça fait trop de doses à la suite. Et du coup, ça devient un peu brouillon, là, tout ce qui se passe à l'intérieur. Et pour avoir une lecture un peu plus fine, ça peut être bien d'espacer un peu et de juste lire. Ok, alors en fait, c'est l'emploi de ce mot qui est venu m'agiter. Alors, bon, très bien, comment ça se joue en moi? Et puis, du coup, quelle partie de moi encore blessée réagit ainsi? Il y a vraiment tout ça à prendre en compte. C'est pour ça que je sais que nous, sur notre lecture aussi de cette toxicité, des pervers narcissiques, il y a eu quand même un grand mouvement comme ça, un peu de mode sur les pervers narcissiques. On a eu l'impression que d'un seul coup, il y en avait pléthore. Et je pense que ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, parce que c'est des termes vraiment particuliers et parce qu'ils ne vont pas s'activer avec tout le monde. C'est vraiment ça à prendre en compte. Et moi, je sais que ça a été vraiment le moment où j'ai compris que ça, quelque part, ça venait de moi. Ça a été un peu une claque, mais finalement, il y avait un peu ce regard-là de se dire, mais pourquoi dans ma vie encore et encore? Mais c'est un peu le triangle victime, bourreau, sauveur, quoi. C'est En ça. fait, on est ça. Et l'un ne peut pas exister sans l'autre, et l'autre ne peut pas exister sans C'est l'un. Et voilà, donc c'est toujours intéressant, en effet, de se positionner aussi. D'où l'importance d'avoir un regard sur soi qui va être aussi un regard un peu plus objectif, autant qu'on puisse l'avoir, mais en tout cas, un regard plus haut, hein, une méta-posture
pour pouvoir observer aussi comment j'agis, comment je me sens, à partir de quelle blessure intérieure je réagis, et que si toxicité il y a, c'est parce que je laisse la place aussi à cette toxicité-là. Moi, j'en parle vraiment d'une manière très très personnelle. Je sais que quand il y a des choses qui viennent m'impacter très fort, c'est qu'il y a des espaces en moi qui ne sont pas guéris et qui demandent à être regardés vraiment. Et aujourd'hui, il y a eu plein d'espaces qui ont été regardés et plein d'espaces qui ont été rassurés et guéris, si je puis dire, mais il y a encore des espaces qui ont encore besoin d'être rassurés, qui ont encore besoin de sentir en fait qu'ils ont toute la légitimité d'être. Et juste pour en revenir justement à ce décès, au décès de mon père et à cette hypersensibilité, eh bien je crois qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, je suis en train d'œuvrer avec ces êtres-là, de leur dire mais oui, tu es légitime d'être hypersensible et c'est complètement ok, et peut-être que ça ne plaira pas à tout le monde, et peut-être qu'il y en a qui ne comprendront pas, et peut-être que ça va impacter des gens en fait parce que ça va les déranger. Et pourquoi est-ce que ça les dérangerait? Peut-être parce que ça va remuer une blessure qu'ils ont. L'être la petite fille qui a perdu son papa et qui n'a jamais pleuré, eh bien aujourd'hui, oui, elle a tout le droit et tout l'espace de pleurer si elle en a besoin, et c'est complètement ok en fait. Donc c'est aussi important dans ce regard-là de s'observer et d'accueillir les êtres qui ont besoin d'être accueillis aujourd'hui aussi.